Bonjour Nadine Touzeau, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Vous êtes profiler et conférencière internationale, c'est bien ça? Oui, bonjour Stéphanie, bonjour à tous et merci de m'avoir sollicité pour faire cette émission. Je suis profiler international, net profiler, donc sur la partie virtuelle, cyber, chercheuse internationale en comportement, notamment des théories que j'ai développées sur le comportement des cybercriminels. J'ai développé plusieurs théories, divulguées que 5, qui sont étudiées dans beaucoup de pays à l'étranger, pas en France. J'ai fait 17 publications scientifiques aux USA, beaucoup de conférences scientifiques à l'étranger, pour ainsi dire, jamais pour la France, en français pour la France en tout cas, jamais. Je représentais mon pays dans beaucoup d'univers scientifiques à droite et à gauche, où j'ai présenté mes travaux de recherche, parmi des grands, ce qu'on appelle mes pairs en fait, mais pas en neurosciences, en comportemental ou en forensic. Sachant que j'ai aussi été keynote speaker, donc parfois j'étais avec des grands cardiologues, des grands cancérologues, donc j'ai appris beaucoup de choses en termes de techniques étrangères qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe en France. Et je représentais mes travaux de recherche en tant que petite Française, qui n'est pas acceptée en France en tant que telle, en tant que chercheur international. Voilà en gros qui je suis aussi auteure de livres. Donc livre en 2015, Net Profiling, comment appréhender les cybercriminels. Donc c'est une partie de mes travaux de recherche sur le comportement des utilisateurs d'outils connectés et des cybercriminels, et c'est aussi comment s'en protéger. Il y a une réédition en 2018 c'est un livre aujourd'hui qui est considéré comme une référence. Profilage historique de Napoléon Bonaparte, donc c'est une série, je vais écrire sous peu le prochain personnage que je vais profiler historiquement, qui va encore beaucoup te surprendre de par les résultats que je vais en obtenir. J'ai tout dans la tête, il faut juste que je rédige et que je trouve le temps de le faire. Et j'ai sorti en janvier un livre qui s'appelle « Je m'aime », sur le développement personnel, qui cartonne. Alors j'ai été très surprise parce qu'il n'était pas du tout prévu, ce livre. Et en fait, justement, c'est de voir si on s'aime vraiment et comment apprendre à s'aimer, comment mettre en place tous les éléments pour bien s'aimer. Qu'est-ce qui matriciellement nous empêche aussi de nous aimer, et ainsi de suite. Par exemple, de l'estime de soi? De l'estime de soi, énormément, de l'amour pour soi, du respect de soi, de comment se faire respecter et se respecter, et ainsi de suite. Comment se nettoyer, ne pas rentrer dans des a priori, des croyances, des jugements de valeur, ou tout un ensemble de choses qui bloquent notre développement, et qui ça a été fait exprès pour qu'on soit bloqué, pour être le plus autonome, épanoui, heureux. Ce que je pratique en coaching. Parce que donc mon métier, je le pratique en coaching. J'ai beaucoup de gens que je nettoie tous ces programmes, toutes les souffrances et traumas. J'ai des gros traumatisés, hein, ça va jusqu'à... Il n'y a pas de trauma plus qu'un autre, mais il y a des pédophiles, des victimes de harcèlement, des victimes de coups physiques, des victimes d'agressions diverses et variées. J'ai vraiment de tout en termes de clientèle. Donc ça, c'est sur la partie coaching. Et donc ça se passe très bien. Je travaille quasiment par cooptation. Et puis, il y a la partie formation que je fais chez moi, où nous sommes aujourd'hui. Donc, je forme chez moi. J'ai tout un catalogue que je vais sortir bientôt pour l'année 2024, où je fais des formations de groupe, mais je fais aussi des formations individuelles, tout ce qui est lié aux sciences du comportement. Et la partie conférence, où je suis quand même une conférencière internationale scientifique, mais je peux faire aussi des conférences sans être vraiment scientifique, bon, elles sont toujours un petit peu parce qu'on est autour de mon métier, où on me demande de faire des conférences en fait. Est-ce qu'on peut dire que vous avez un 6e sens également? Je pense que tout le monde a un 6e sens, et je pense que même un 7e, un 8e, un 10e, etc., etc. Je pense qu'on a été matraqué en termes de développement de sens, dans la mesure où tout a été fait pour éviter de nous développer. Et c'est à nous de bien se connaître justement, de bien comprendre qui on est, de déprogrammer tout ça de façon à pouvoir développer et révéler tous nos potentiels. Et vos facultés permettent d'étudier parfois l'actualité d'une manière un peu différente. Par exemple, actuellement, on est tous très interrogatifs et inquiets par rapport à ce qui se passe dans la poudrière, malheureusement, du Moyen-Orient. Vous auriez des choses à nous dire? Alors, j'ai fait une émission, parce que je fais aussi une émission qui s'appelle Profilement Vôtre. Ça fait des années que je signe mes emails Profilement Vôtre. Sur quelle chaîne? Alors, c'est sur Odyssée, Crownbunker principalement, et parfois sur YouTube, ce qui peut être révélé sur YouTube, parce que j'ai déjà été strikée, ce qui est normal, hein, comme nous tous. Voilà. Donc, ça s'appelle une légion d'honneur. Donc, cette émission Profilement Vôtre, et parfois j'ai des invités. Là, la dernière, je l'ai fait justement sur Israël, entre autres,
J'ai traité de beaucoup de sujets sur la dernière, parce que ça fait un moment que j'annonce qu'il va y avoir un chaos. On est encore dans la période de chaos, que les choses vont vraiment bouger et qu'il va y avoir des confrontations extrêmement violentes des deux côtés. La partie des gens qui veulent vraiment s'en sortir, qui veulent vraiment ne plus avoir ces corrompus sur le dos et qui prennent le dessus, et puis les corrompus qui n'ont pas trop envie de perdre, qui vont se mettre en avant pour que derrière on puisse... ils puissent encore faire croire qu'ils existent, alors qu'ils sont extrêmement peu nombreux finalement sur la planète et qu'il y a de moins en moins de pays qui jouent ce jeu-là. Donc on voit qu'ils perdent vraiment du terrain, mais ils sont de plus en plus violents. Et tout ça, je l'avais annoncé depuis très longtemps. C'est exactement ce qui se passe. Et c'est vrai que j'ai un esprit analytique assez aiguisé, sans être vraiment une stratège en géopolitique. C'est pas trop mon domaine. Le profiler, c'est vraiment l'humain pur et dur. Mais j'ai analysé cette situation-là. Pourquoi? Parce que j'ai aussi une casquette défense. Et de cette casquette défense, il en découle que je me suis dit, mais comment est-ce possible que le Mossad, Israël, le Mossad, n'ait pas su qu'il allait avoir cette attaque? Une attaque, ça se prépare pas comme ça. Il faut de l'argent, il faut des gens, il faut du temps, il faut bien stratégiquement mettre en place, surtout vu les attaques qu'il y a eu. C'est quand même une énorme attaque, énormément de morts. C'est pas la petite attaque avec un drone qui va faire exploser un immeuble, là, par exemple. Là, on est loin de cela. Donc ça demande énormément de moyens, énormément de temps, énormément de réflexion. Ça veut dire que ça n'est pas né en 2 jours. C'est pas possible. Donc ça veut dire que le Mossad aurait dû être au courant depuis très longtemps. Le Mossad est réputé comme... était réputé, puisqu'à partir de ce qui vient de se passer là il y a 2 jours, je crois, c'est fini, a été réputé comme le service défense le plus optimum avec le FSB, pour ainsi dire. FSB, c'est la Russie, ex-KGB. Or, on sait que le mode de fonctionnement du Mossad, c'est très simple, c'est qu'ils ont des infiltrations partout dans le monde. Dans des pays pro-américains, pro-israéliens, donc c'est lié, tels que la France, le Mossad fait ce qu'il veut. C'est eux qui influencent, c'est eux qui décident plus ou moins, selon, en tout cas, c'est entre guillemets, excusez-moi d'être vulgaire, mais c'est cul et chemise. D'accord? En Russie, ce qui n'est pas le cas, donc c'est plutôt le FSB qui fera ce qu'il veut avec les agents du Mossad. Donc ils n'ont pas de mainmise, ils n'ont pas de pouvoir à influencer ou à dicter un ensemble de choses, de comment il faut faire, il vaut mieux être comme ceci, parce que si tu fais pas ça, tu vas te mettre telle personne dans le dos, etc. etc. Bon. Donc là, pour le coup, ce jeu de tuyaux de poêle et de toile d'araignée, forcément, il y a des failles qui vont se révéler, obligatoirement. Et à mon avis, c'est ce qui s'est passé, qui fait que le Mossad s'est fait piéger. Donc, à la face de tout le monde, et ça, je n'ai vu ça nulle part, personne n'en a parlé, moi ça fait 2 jours que je l'ai divulgué dans mon émission, elle est sortie, je crois, dimanche, on est quel jour? On est lundi, bah c'est hier. J'ai donc fait mon émission hier et publié hier mon émission, la dernière Profil Mon Vôtre sur ce sujet, où j'ai dit très clairement, le Mossad n'est plus. Vive le Mossad, Le Mossad ne peut en aucun cas avoir laissé faire. C'est pas logique. Mathématiquement, on sait que le Mossad avait toujours de très bonnes informations. Les meilleurs services de renseignement au monde, c'est plutôt le Liban, c'est les Libanais. Mais le Mossad est très très bien placé. Le Mossad est un environnement considéré comme le leader en termes de défense. Dans les leaders. C'est out. Alors autrefois, on avait aussi les services français, qui ne sont plus aussi bons qu'ils étaient. Attention, je parle des services, je parle pas des gens. Parce que des gens très brillants et très compétents, que ce soit au Mossad ou ailleurs, ou en France ou ailleurs. Et des gens vraiment très compétents. Je parle dans le mode de fonctionnement, dans la politique de management et de gestion de ces services, on n'est plus. Donc c'est cuit. Donc en d'autres termes, aujourd'hui, il n'y a plus que le FSB qui est vraiment brillant et bon. Il reste des gens compétents dans des tas de pays, dont ceux que j'ai cités. Mais là, ils ont pris un pied de nez qui est exemplaire, qui est extraordinaire. Les gens ne vont pas voir ça, ils vont voir plutôt ce qui se passe. Et c'est triste pour tous les défunts, pour tous les gens mutilés et tout ça. On est d'accord, mais on est en guerre et on ne peut pas, malheureusement... les gens ne savent pas faire autrement pour régler les problèmes. Il faut que ça tue. C'est triste. C'est comme ça, alors que je pense qu'on peut faire les choses autrement à mon sens. Je suis plus pour... justement la paix et pas cette belligérance, mais on savait très bien que ça arriverait, ça fait longtemps que je l'annonce qu'il y aurait beaucoup de personnes au tapis, tristement, mais pour moi le vrai zoom, le vrai sujet, c'est le Mossad qui s'est fait mais bananer quelque chose de bien.
C'est énorme. Pour beaucoup de gens, c'est pas grand-chose, mais en fait, c'est énorme. Ça veut dire qu'ils ne valent plus rien à partir depuis dimanche ou lundi ou samedi, je sais plus quand est-ce que ça s'est déclenché. Ils sont discrédités. C'est discrédité. Le service n'a plus cette valeur-là. Je pense que d'ailleurs, ça a dû beaucoup les vexer. Encore une fois, sans remettre en cause la qualité des gens qui y travaillent. Hein. C'est terminé. C'est fini. Et alors, avec, évidemment, onde de choc, par rapport à tous les services qui sont pro-israéliens, dont nous sommes, et surtout les Américains. Votre hypothèse, c'est que... Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a discuté tout à l'heure, toutes les deux. Donc, mon hypothèse, je ne l'ai pas mis dans l'émission hier, mais je me pose la question. Je n'ai pas dit que c'était une hypothèse. J'ai quand même une question, parce que c'est quand même surprenant, en effet, que le Mossad se fasse avoir de cette manière-là. Et je me suis demandé si ce serait pas un coup des Russes pour une fois. Ce n'est pas les Américains. J'ai vérifié avec mes amis de la défense, c'est pas les Américains. Ils sont pas derrière. La CIA n'a rien à voir là-dedans. Non, ben, ça les arrange pas. Il y a déjà la guerre en Ukraine. Ils sont pro-israéliens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont obligés de choisir entre l'Ukraine et Israël quelque part, parce qu'ils ont déjà plus de fonds pour l'Ukraine. Ça fonctionne pas. Ils perdent du terrain de tous les côtés. Ça va plus. C'est quelque chose qui est en train de faire flop. Ça fait longtemps que je dis qu'ils vont lâcher. Je l'appelle talon aiguille, là, Zelensky. Ils vont vraiment le lâcher. Et ça se voit de plus en plus. Ça fait un moment que je l'annonce. Et ça se voit, là, on commence à bien le voir. Maintenant, ils se prennent Israël en plus sur le dos. Donc, ça veut dire qu'ils sont sur deux feux. Ils sont quand même sur deux feux, là. Donc, ça commence à devenir compliqué. Alors qu'ils n'arrivent plus à accréditer les fonds, les financements et le soutien sur le feu de l'Ukraine. Il faut rajouter maintenant Israël. Et Israël risque de devenir la priorité. Donc, je me demande, comme on parlait beaucoup et j'avais cette information qui circulait, je vais dire, dans les couloirs des papiers un petit peu secrets, qu'on parlait de guerre nucléaire avec la Russie, hein, et c'était vraiment du sérieux. Je me demande s'il n'y a pas une petite manipulation russe là pour éviter cette guerre nucléaire et ne plus zoomer sur l'Ukraine. D'ailleurs, il suffit de regarder. Apparemment, d'après ce que je vois, la presse n'est complètement focalisée, pardon, merci, que sur Israël et plus tellement sur l'Ukraine, d'après ce que j'ai vu circuler. Ce qui ne serait pas étonnant. Alors, voilà, j'ai cette hypothèse, mais c'est juste une petite réflexion comme ça de me dire qu'il y aurait quelques petits agents du Mossad qui se seraient fait avoir d'une manière ou d'une autre. Ça aurait noyé le poisson et paf, grosse attaque Hamas-Hezbollah. Et il pourrait aussi y avoir des liens, parce que les musulmans, dans l'émission d'hier, j'en parlais de Evras et d'Ensens, qui sont des sujets qui me tiennent aussi très à cœur et je ne suis pas la seule. Donc pour ceux qui ne savent pas, ce sont les fameuses directives pour enseigner une sexualité aux enfants dès l'âge de 3 ans, je crois, puisqu'on leur apprend à se masturber à 3 ans et à faire des sextos à 7 et ainsi de suite. Et il y a des choses horribles que j'ai notamment postées sur mon canal Telegram, des témoignages qui viennent de Belgique parce qu'Evras est mis vraiment très en action, et un Français Etsens. Les musulmans sont les premiers à monter au créneau. Ça, tout ce qui est pédophilie, tout ce qui est, ils sont les premiers à monter au créneau. Je ne dis pas que tous les musulmans sont anti-pédophilie ou tout ça, parce que c'est comme tout, il y a blanc et noir partout. Personne n'est parfait, et personne n'est le meilleur, etc., etc. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour moi, s'il n'y a que l'humain qui compte, quelle que soit la couleur de peau, la religion, l'origine ou tout ce qu'on veut, il n'y a que l'humain qui compte. Après, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, c'est une question de choix, mais c'est de là à critiquer, certainement pas. Chacun doit faire son chemin. Et donc j'estime que, je pense qu'il y a aussi un petit peu de ça, le côté musulman, il y a peut-être un truc derrière. En tout cas, le démarrage de l'histoire, c'est l'Iran, ils n'ont pas supporté, le Hamas n'a pas supporté que l'Iran s'allie avec l'Arabie Saoudite. Ça c'est clair, c'est le démarrage de l'histoire, c'est ça, de ce qui s'est passé. Mais il est possible que derrière, il y a eu tout ce côté, et en plus il y a le LGBT, et en plus il y a ceci, cela, je sais pas, je pense qu'il y a plein de trucs qui ont dû faire des traînées de poudre. Je me pose quand même les questions. Maintenant, je suis pas douée en géopolitique, mais c'est des questions quand même que j'ai envie de mettre en avant, à réfléchir, à critiquer, dans le sens positif, hein, c'est-à-dire on peut ne pas être d'accord ou d'accord. Le fond, il est très clair, c'est Iran, Arabie Saoudite, l'association n'est pas passée auprès du Hamas, et forcément le Hezbollah suit, forcément, parce que c'est dans les mêmes lignées, hein, tout ça. C'est logique. Donc selon vous, c'est plus un jeu d'échecs russe. C'est un détournement, en quelque sorte, un grand
détournement plutôt qu'une manipulation américaine. La défense, mes amis de la défense ont très clairement dit, il n'y a pas les Américains derrière. Ce qui est encore une fois logique. Israël, ce sont leurs associés et leurs amis. C'est logique. Donc ça ne pouvait pas être eux. Et puis les Israéliens n'auraient jamais laissé, à mon avis, ils n'auraient jamais laissé autant tuer des gens comme ça par des attaques. Ils les ont peut-être laissé tuer par les picouzes, mais pas par des attaques de cette façon-là, parce que c'est pas le même combat, c'est pas le même sujet pour eux. On n'est pas dans la même compréhension de comment on doit manipuler ou détruire un peuple. Parce que si je vais au bout du raisonnement, est-ce que ça serait pas une façon de déclencher un conflit et de légitimer une réponse disproportionnée ou proportionnée, je ne sais pas. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis des pays arabes. J'ai pas assez d'éléments. C'est pas encore assez mon domaine pour pouvoir répondre ça. Mais on me questionne souvent sur ce genre de dossier ou d'autres. On me questionne énormément pour avoir mon opinion sur ce qui se passe. Et la plupart du temps, les gens qui sont plus avisés et aguerris et instruits sur ces sujets-là trouvent que mes analyses ont quand même du poids. Et vos sources sont fiables? Alors mes sources, oui, ça c'est clair que elles m'ont jamais trahi, elles ont toujours été justes. Et d'ailleurs, on a discuté. J'ai évoqué cette piste éventuellement russe. Ils savent pas. Ils disent que pourquoi pas. Mais je ne dis pas que les Russes l'ont provoqué sciemment. Je pense que Poutine, c'est très clair. Il a toujours 2 coups d'avance. À minima 1. Mais lui, il a toujours tout compris. Son service est le meilleur. C'est un ancien du KGB. Donc il sait exactement comment ça fonctionne. Il connaît tous les autres services, comment ça fonctionne. Il a ça. Donc lui faire la guerre aujourd'hui, avec le profil qu'il a, franchement, c'était aller au casse-pipe. Franchement, qui oserait faire une guerre s'il avait bien compris qui était Poutine? Personne. Et moi la première. Donc non. Je pense simplement que il a toujours tout fait pour éviter la guerre. Son objectif n'est pas de faire la guerre. Il ne l'a jamais fait. C'est de protéger son peuple, de protéger sa civilisation, de protéger sa culture, ce qui est complètement légitime. Ne pas américaniser les Russes. Il y avait la notion du Donbass qui était en guerre depuis 8 ans. Donc il n'est pas du tout dans un état d'esprit belligérant, parce que sinon il y a longtemps qu'il aurait déclenché la guerre, et puis il y a longtemps qu'il aurait mis, excusez-moi d'être cru, mais quelques pâtés à droite à gauche. Il a parmi les meilleures armes du monde. Exactement, c'est le meilleur armement. Alors on a de très bons soldats, nous, en France. Simplement, on a un jour, je l'ai dit dans une de mes vidéos, un de mes profils en vôtre, avec justement un franco-libanais militaire, toujours en service. On tient une journée en armement. On a une journée de balles. Après, vous connaissez l'expression des soldats pour dire ce qu'il nous reste pour combattre. Voilà, c'est avec la fourche, avec le couteau, et je passe l'autre mot. Voilà, donc c'est tout. Donc on n'a rien. Je parle des militaires français, mais on a des très bons militaires, on a des très bons soldats. Et en Russie aussi. Donc, mais par contre, en Russie, ils sont extrêmement armés, ils sont extrêmement équipés dans tous les domaines, pas tellement dans le mien, même s'ils ne sont pas mauvais, dans les sciences du comportement, mais ils sont à la pointe de tout. Que ce soit les drones, que ce soit les chars, que ce soit n'importe quel matériel, ils sont nickel chrome. Beaucoup plus que tous les autres pays. Il y a les Chinois aussi qui sont pas loin derrière, voire quelque part aussi un peu les Coréens, je pense, qui ne doivent pas être trop loin non plus. Les Américains, c'est fini, ils ne sont plus à la pointe. Il n'y a plus rien, c'est terminé. Les armements qui ont été envoyés en Ukraine, de ce que j'ai lu, c'était des trucs obsolètes. Ah oui. D'ailleurs, des armements envoyés en Ukraine qui ont été envoyés en Israël. Comme par hasard. Les Israéliens ont remercié les Ukrainiens pour les armes qu'ils leur ont vendues. Comme intéressant. Comme des trucs de fou. Donc voilà, je mets en avant ça comme ça. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je ne m'autorise pas à dire que j'ai raison ou tort. Mais stratégiquement, je le vois bien, ce coup d'échec là, indirectement, de manipuler pour justement zoomer sur un autre secteur que l'Ukraine et du coup ne plus focuser sur là je vais faire une guerre nucléaire. Ça chauffait sérieusement. Il faut savoir que il y a des drones qui attaquent en Russie et pas que des drones d'après ce que j'ai compris. Donc il y a des bâtiments qui sautent, il y a des, ils ont dépassé la frontière depuis quelque temps. C'est terminé pour l'Ukraine selon vous? Alors, encore une fois, je suis pas forcément qualifiée, mais je pense que on est plutôt vers
Soit ils vont faire comme ils ont l'habitude de faire les Américains, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils fichent le bins et après ils s'en vont et ils laissent pourrir la situation et ça peut durer des décennies. Soit l'Ukraine va redevenir, parce que ça n'a jamais été officiellement un pays, hein, l'Ukraine, soit l'Ukraine va redevenir ce qu'elle a plus ou moins été, c'est-à-dire que chacun va reprendre un bout d'Ukraine, la Pologne, la Russie, et ainsi de suite, et puis terminé, quoi. Mais pour moi, ils ont déjà lâché les Zelensky, ça c'est clair. Et ça fait des mois que je l'ai annoncé, j'ai dit ils vont le lâcher, de toute façon, ils vont finir par le lâcher, parce qu'en plus, il se comporte comme un enfant capricieux, il n'y a plus personne qui a envie d'aller de son côté. Et là, les gens commencent à prendre conscience d'un ensemble de choses et inversent le processus. Ils commencent à s'en rendre compte. Je pense que même l'OTAN n'a plus beaucoup de beaux jours devant elle, je pense. Ça commence, il n'y a plus de crédibilité, donc ils se raccrochent à des crédibilités. Ils essaient de rajouter parce qu'ils ne veulent pas admettre que ça va mal et qu'ils perdent. Des gens intelligents, quand on n'est pas bon, qu'on n'a pas fait notre truc, quand on est intelligent et qu'on n'a pas un ego mal canalisé, qu'on a un ego qui est bien contrôlé, parce que l'ego c'est important, mais il faut juste le canaliser, eh bien c'est très simple, on dit, ah, mais à coup pas, on va réfléchir, ok, on va revenir en arrière, ou on va regarder ça. Vous avez raison, là j'ai merdé, excusez-moi d'être vulgaire, mais c'est un peu ça. On fait ce qu'il y a à faire et on y va. Mais là, nous n'avons pas affaire à des gens intelligents, nous avons affaire à des idéologues, à des gens qui intellectuellement sont matraqués, qui suivent des espèces de maîtres qui sont absolument pas humains, qui n'en ont rien à faire de nous, absolument rien à faire, et qui jouent comme on joue à risque, en gros. Pour ceux qui connaissent le jeu risque, si on regarde sur Internet, j'ai joué avec mes enfants là-dessus, donc je te prends un territoire, je t'en prends un autre, ah oui, oh, il y a des morts, on s'en fout, on en rajoute, etc., on s'amuse, puis après on essaie de se partager le gâteau, sauf que c'est une poignée de personnes, je réitère que nous sommes 10 fois plus nombreux qu'eux, et que nous ne sommes pas beaucoup de pays à leur solde sur le reste de l'espace Terre. Mais qui plus est derrière, quand il reste que quelques loups, qu'est-ce qui se passe? Ils se mangent entre eux. Donc il n'y en a plus qu'un. Là, c'est plus drôle. Alors il faut aller chercher un autre territoire à conquérir. Lequel? Lequel? Et là, c'est ce qui se passe. C'est que les loups sont en train de se manger entre eux. Il y en a même qui commencent à se lâcher. J'ai vu le Premier ministre anglais, là. Il a dit quelque chose qui était, je ne sais plus sur quel sujet, parce que c'était tous les jours. Tous les jours. C'est comme, tu sais, il y avait une publicité à une époque où Galeries Lafayette, on disait, il y a tous les jours quelque chose de nouveau, je ne sais plus comment on disait ça, oui. C'est la guerre permanente. Voilà, là, ça n'arrête pas. On est en guerre. Mais il y a beaucoup de gens qui ne fonctionnent pas, qui ne vivent pas comme si on était en guerre, qui ont leur petite vie comme d'habitude, mais non. Non, on est en guerre, là. On est en guerre et l'ennemi ne s'identifie pas comme autrefois par un pays précis. Même si on sait qu'il y a beaucoup de choses qui viennent des États-Unis, tous les Américains ne sont pas mauvais. Encore une fois, c'est une entité d'individus malades. C'est une entité supranationale. Supranationale et supra-spirituelle. Parce que pour moi, il y a aussi une notion de spiritualité qu'on a intégrée là-dedans. Il y a des bons et des mauvais partout. Hein. Et là, je pense très clairement que tant qu'on n'aura pas éradiqué ces personnes-là, par les contrer. Regardez, en Angleterre, ils ont enlevé toutes les caméras là, des Smart City. C'est ça, Smart City, je crois que ça s'appelait. Les caméras de reconnaissance faciale. De reconnaissance faciale des véhicules, où ils avaient le droit de stationner, je crois, 15 minutes, ou ne pas sortir de chez eux, je ne me rappelle plus exactement. Bref, toujours est-il, c'est qu'ils les ont retirés. S'ils les ont retirés, ils ont retiré le projet, ben, nous on fait pareil. Il est où le problème? Ah oui, mais en France, on a énormément d'assistés. Dans un pays d'assistés, qu'on a matriciellement et manipulé depuis des années à être des assistés, c'est extrêmement difficile de se dire je me bouge les fesses pour me battre. C'est très difficile. Oh non, c'est facile, j'ai 35 heures, j'ai mes RTT, j'ai mes vacances, j'ai mon frigo qui est à peu près plein, même si c'est de la nourriture qui n'est pas saine pour son corps et son esprit et son cœur. Ah non, on continue quand même. Donc, heureusement, il y en a d'autres qui se battent quand même. Surtout les femmes. Pas vraiment les hommes, surtout les femmes. Qu'est-ce que vous voulez faire dans un pays comme ça? Vive la femme, alors. Oui. On n'est pas toute seule. On n'est pas toute seule. Non, il y a quand même encore quelques hommes, et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Et il y a des gens qui veulent faire des choses bien, et qui attendent des moyens financiers, qui attendent des moyens, peut-être parfois humains, mais surtout financiers. Je pense à une personne que nous connaissons en commun, qui sont des vrais, quoi, qui veulent vraiment y aller, mais c'est facile de critiquer, mais des gens qui ne mettent pas en œuvre, etc. Mais vous êtes où, vous, pendant ce temps-là? Vous faites quoi, vous?
Parce qu'on nous critique, ah ouais, il y a eu ceci, il y a eu cela. Ah oui, je veux bien, mais vous êtes cool, vous faites quoi? Nous, au moins, on essaye. On y va. On est là. On est là. Et on risque notre peau, mais on y va quand même. On continue. Ça fait des années, moi, qu'ils essayent. J'ai essuyé plusieurs tentatives d'assassinat. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, je connais des personnes qui ont vécu avec des gilets pare-balles. Moi, je ne l'ai pas fait. Peut-être que j'aurais dû, j'en sais rien. J'y ai échappé à chaque fois, grâce à des amis de la défense ou à moi-même, grâce à mon métier. La peur n'évite pas le danger, je veux dire. Il faut savoir, si le matin on se lève, on ouvre les yeux, c'est pourquoi. Vous voulez faire quoi de votre vie? C'est ça la question qu'il faut se poser. Mais moi, j'ai envie de me regarder droit dans les yeux tous les jours, dans la glace. D'avoir de me dire, j'ai fait ce que j'estime bon pour ma conscience et mon âme. L'âme. Ce serait temps de la gratifier, l'âme. Ce serait temps de la mettre un peu plus au cœur de tout, hein, parce qu'elle est immortelle et elle garde tout en mémoire de ce qu'on fait et de tout ce qu'on doit faire comme travail sur soi. Donc il faut travailler là-dessus aussi. Et moi, je pense qu'il est important de se dire il faut agir. Alors, les gens ont le droit de ne pas agir, mais ne critiquez pas dans ce cas-là. Taisez-vous. Et puis le jour où on va gagner, parce qu'on va gagner, on a déjà commencé à bien gagner, ne vais pas en disant « Ah ouais, non, on était avec vous ». Non, ça, surtout avec moi, ça ne marchera pas. Surtout avec moi, tel que j'exerce mon métier, parce qu'on n'en a peut-être pas parlé. Je ne sais pas si vous avez envie qu'on en parle, de comment j'exerce aussi mon métier. Bien sûr, si, ça nous intéresse fortement. On en avait parlé tout à l'heure, donc je ne sais pas si c'était le moment. Mais clairement, je suis réputée pour profiler sur image. C'est-à-dire, je vois quelqu'un, et en quelques secondes, je sais exactement à qui j'ai affaire, de A à Z. Ça peut aller jusqu'à la sexualité, votre type de travail, etc. etc. Donc, quand je fais un rapport, je me rends compte, écrit, parce que la plupart du temps, je préfère des rapports verbaux, eh bien, ces rapports écrits peuvent faire entre 7 et 9 pages sur une photo. Donc, c'est dire tout ce qu'on peut dire. Et il y a de quoi dire, il y a vraiment de quoi dire. Sur une photo, c'est la morphologie du... Non, c'est ce qu'on appelle des signes, surtout. Ce qu'on appelle des signes. Dans notre métier, on appelle ça des signes, on va tout décrypter au niveau des signes et ce que ça représente comme signe. Les comportements aussi qu'on peut avoir, une photo c'est peut-être figé, et ça on précise bien, c'est figé, on n'était pas là, on ne sait pas si... on n'a pas l'avant et l'après, on ne connaît pas la personne la plupart du temps. Donc ça on le précise bien, mais c'est à nous de faire le travail par rapport à ça. Sur les vidéos, alors, quand on voit quelqu'un c'est encore plus facile, mais c'est aussi une pièce vide. Les affaires criminelles sur lesquelles j'ai travaillé, ben, on profile une pièce vide, on ne connaît pas le meurtrier, on ne connaît pas la victime la plupart du temps. Quand on nous demande de venir, quand on demandait, moi j'ai arrêté ça, et quand on nous demandait de venir, et on doit profiler tout en fait. Et c'est comme ça qu'on fait des rapports en disant je ne connais pas l'assassin, mais c'est pareil, on se coltine X pages, je ne me rappelle plus, ça voulait être 10 à 15 pages, pour décrire le type de criminel que c'est. Faire le profil précis, hein, jusqu'à le type de vêtements. On va vraiment dans une précision le plus possible. Et quand je ne sais pas, je me tais. Je suis très claire, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors si on insiste, je peux me permettre peut-être de dire certaines choses. Mais souvent, je demande des éléments supplémentaires si nécessaire. Très bien. Donc ça, c'est ce que je fais. Je suis réputée pour ça et on m'appelle pour cela, pour des affaires de couple, des recrutements surtout. Parce que le recrutement, bah, c'est le point d'entrée de la faille de l'entreprise. C'est vraiment la faille que les chefs d'entreprise ne voient pas, que les recruteurs voient encore moins. Maintenant, c'est très bien, ils ont des cabinets qui font des tests déjouables à souhait. Moi, je me suis amusée à faire ça une fois. Je dis à un gars qui avait ça, je dis, dis-moi ce que tu veux comme profil. Donc, il m'a demandé d'être une sorte d'assistante, je ne sais plus trop exactement quel type d'assistante. Et donc, je lui ai fait le test parfait où il voulait presque me recruter. parce que c'était ça. Il m'a dit, mais comment t'as fait et tout? Je lui ai dit, mais tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut déjouer les tests. Ça se déjoue très facilement pour toute personne qui veut infiltrer une entreprise. Et puis c'est très simple aussi, il y a beaucoup de recrutements qui se font par rapport aux écoles, aux diplômes de ceci, de cela, des cooptations qui sont pipées. Enfin, on voit très bien tout ça, c'est des taux d'infiltration qui sont énormes pour permettre derrière des fuites de données. Et ça ne concerne des fuites de données, enfin, il y a des tas d'autres malversations qu'on peut avoir. Moi, j'ai vu des tas d'affaires, même jusqu'à la cybercriminalité. J'ai vu des tas d'affaires diverses et variées. Et des tas de malversations, mais surtout, c'est une chose à savoir, c'est que ce n'est pas les plus gros groupes qui sont les plus concernés. Ils le sont, mais pas que. C'est souvent des petites entreprises, parce que c'est là où on s'y attend le moins. Il faut d'ailleurs toujours se dire, mais pourquoi?
d'aller vers des directions où on n'imagine pas que c'est par là que ça va passer. Je me rappelle des chaînes d'entreprise, pourquoi moi? Pourquoi moi? Oui, c'est une bonne question, mais pourquoi pas? C'est discret. Vous avez quoi comme clientèle? Ah oui, tiens, c'est intéressant, vous avez un tel. Bah voilà, c'est par là qu'on peut rentrer pour avoir les données, etc., etc. Et ça me fait rebondir sur la cybercriminalité, puisque c'est un sujet sur lequel je travaille depuis des années, hein, net profiling, voilà. Un cybercriminel, c'est un être humain. D'accord? Mais pour autant, tout le monde travaille avec la technique. Donc, c'est très simple. Les mêmes VPN, les mêmes protections cyber, les mêmes outils, les mêmes logiciels, les mêmes algorithmes, etc. Donc, tu mets ça dans les mêmes entreprises. Et derrière, il suffit d'avoir une infiltration. Et tous ceux qui ont les mêmes, ils ont les mêmes problèmes de fuite de données, de cyberattaques, de tout ce qu'on veut derrière. Comme l'affaire WannaCry avec Microsoft, il y a une époque où cette affaire-là, pour ceux qui s'en rappellent, eh bien, tous ceux qui avaient Microsoft, ou quasiment tous ceux qui avaient Microsoft, avaient eu ce virus WannaCry. Parce que tout le monde avait Microsoft. Alors que un cybercriminel, bah, c'est comme tout le monde, c'est un être humain qui est unique. Donc chaque profil est unique. Donc, de fait, à comprendre le cybercriminel, on comprend la cyberattaque. On comprend, à comprendre l'être humain aussi qui crée des intelligences artificielles, on comprend quel type d'intelligence artificielle c'est derrière. Quand on analyse une certaine intelligence artificielle, on comprend le cerveau de celui ou ceux qui l'ont créé derrière. Et ça fait partie de mon métier. C'est toujours chercher de comprendre les choses, de les analyser, de les corroborer, de les collecter, et derrière, d'en faire des analyses et de se dire derrière, voilà, moi je vois tel type de profil derrière. Et la plupart du temps, les gens, ils savent de qui je parle. Moi, je les connais pas. Hein. Il y a une affaire à Bordeaux qui a été médiatisée d'ailleurs, les Noyers de la Garonne, quand ma cliente a présenté le dossier, j'étais pas là, avec son avocat auprès des policiers. Truc de fou, ils croyaient que je les connaissais, les délinquants. Non, je les connais pas. C'était tellement précis. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler avec des gens comme moi. En termes de formation dans le service défense, il faut savoir qu'il y a beaucoup de retard. Il y a de la demande, hein, mais il y a beaucoup de retard. Et c'est comme toutes les formations en France, on met dans des cases, tu dois être formé sur ces sujets-là. D'autres sujets, non, il ne faut surtout pas que tu touches, c'est pas bon. Alors que je suis désolée, la formation comme l'enseignement, le savoir, devrait être illimité. Il n'y a pas de barrière pour se dire, je préfère être formé ceci ou cela. Non. Si j'ai envie d'être formé là, on ne doit pas me bloquer pour dire, non, c'est pas au catalogue, c'est pas dans le truc du gouvernement, etc. Non, forme-toi, vas-y. Tu verras après si c'est bon ou pas, mais forme-toi. Et les sciences du comportement, c'est vital, c'est quand même 140 ans de retard en France. Enfin, je dis ça depuis des années, c'est peut-être 150 maintenant. Je sais plus. Il y a énormément de retard hein, sur ce sujet-là. Alors, il y en a quelques-uns qui font des trucs, mais ça rentre dans le DIF ou le CPF, quoi, tout ce qui est lié au système, on va dire. Donc, bon, ça effleure même pas le sujet. Apprendre les sciences du comportement, c'est savoir qui on est soi. Bien comprendre qui on est soi. Comme on fait pour le coaching aussi, justement le nettoyage, c'est ça. Donc, quand on sait qui on est soi, qu'est-ce qui se passe? Derrière, on comprend mieux qui est autrui. Donc, on se fait moins avoir. On est plus libre, autonome. On est plus sécurisé. Il y a énormément de gens, moi, surtout depuis 3 ans, qui me disent, Nadine, attends, là, on a besoin de toi pour ça. C'est que d'être sûr d'avoir des bons profils en face de soi, pour pas se faire avoir, pour ne plus rentrer dans des systèmes cabalistiques et ainsi de suite. C'est pour ça que mon émission Profilement Vôtre, je parle de profil. Et c'est ça le truc. Et ce métier-là, sans être profiler, parce que tout le monde peut profiler, mais pas forcément devenir profiler. Et c'est déjà bien. Donc, il y a des gens d'ailleurs qui profitent plus ou moins. Mais est-ce que c'est juste ou pas? Au niveau des croyances, on ne sait pas. Au niveau de l'instinct, est-ce qu'il est bien cadré ou pas? Est-ce qu'on est bien centré, etc. C'est ça qu'il faut travailler et peaufiner. Et mes padawans, ils le voient. Hein, parce que mes padawans, ce sont mes étudiants à qui je transmets mon savoir. Donc, c'est élitiste, mais d'ailleurs, ceux qui sont intéressés pour devenir padawan, il faut me contacter. Pareil pour les formations et coaching. Mais les padawans, ils le disent. Au début, ils se disent, ouais, je veux vraiment faire ça, c'est passionnant et tout. Mais quand ils rentrent dans l'engrenage et tout, ils se rendent compte de la difficulté du métier, mais en même temps de la richesse, tout ce que ça apporte. Et ils sont pris dans l'engrenage. Alors, il y en a, ils disent, ah non, je veux juste cette analyse comportementale, parce qu'il y a 3 degrés, 3 niveaux. Et après, ah non, je passe pour filer, c'est le niveau au-dessus. Ah non, c'est trop bien, je continue. C'est extra. C'est là où tu te dis, ouais, c'est vraiment un chouette métier. Sans fin. On apprend tout le temps. Il y a tout le temps de la remise en question. Il faut chercher, il faut fouiller. C'est extraordinaire. Mais évidemment, dans un pays d'assistés, c'est compliqué.
Parce que les gens aiment avoir tout mâché. Combien de gens me disent « je veux savoir sur telle personne » et dans leur écrit, il y a déjà des éléments où on voit qu'ils remettent en doute la personne. Ben, si vous la remettez en doute, posez-vous les questions pourquoi. C'est creuser ça, travaillez-le. C'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent se former aussi à mes côtés, parce qu'ils veulent justement améliorer. Il y a des astrologues, il y a des DRH justement, il y a des managers, il y a des thérapeutes. Tout ça pour améliorer, des agents immobiliers aussi, pour améliorer leur business, pour améliorer leur quotidien, même dans la vie de tous les jours. Ça sert partout, il n'y a pas de frontières, c'est de l'humain. On a toujours affaire à l'humain. En cybercriminalité, c'est de la technique. Et ça choque personne. Ça choque... Non, c'est normal, non, j'ai le même logiciel que le garçon à côté. C'est la même chose. Ah, puis c'est dans les grands groupes et tout. Alors, comme c'est dans les grands groupes, c'est forcément très bien. Tout va bien. Oh, cyberattaque, j'ai eu la même queue. Ben oui, c'est... Non, mais là-haut, des fois, il y a des fils qui se touchent. Les gens, ils captent pas. Moi, je me dis, mais c'est pas possible. Et alors, en plus, il y a un niveau culturel là aussi qui est extrêmement bas, qui est effroyable. Mais j'aurais plein d'histoires à raconter sur ça. Est-ce que ça permet de déjouer les techniques d'ingénierie sociale comme certaines qu'on a pu voir à l'œuvre assez récemment? Alors, un exemple. Exemple? Ouais. Des manipulations médiatiques. Le profilage? Oui. Ah ben oui, on déjoue tout. Ben oui. On déjoue tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des comportements humains en face, l'idée c'est... en fait, on cherche toujours la faille, ou les failles. C'est un peu comme Poutine, on a toujours un coup d'avance. C'est un peu comme ça, un ou deux coups d'avance. C'est-à-dire que on peut mentir, c'est pas un problème. Moi, je m'en fiche qu'on mente. C'est pourquoi. Si vous saviez le nombre de gens qui me mentent et qui croient que j'ai rien vu, ça m'amuse beaucoup. Je dis rien. Moi, je cherche à comprendre pourquoi. Parce que quand je sais pourquoi, je sais là ce qui se passe. Là, j'ai compris. J'ai trouvé le truc. Et petit à petit, je dénoue la pelote de laine. Tout seul, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Tout se met en place tout seul. Et rapidement. Mais sans jamais dire, vous m'avez menti. C'est nettement plus intelligent. Parce que si je dis, vous m'avez menti, la personne en face, elle se braque, terminé. Alors que si je dis rien et que je laisse venir les choses, la personne se rend compte ou pas qu'elle a menti, mais en tout cas, j'en obtiens 10 fois plus. Et c'est ce que j'apprends aussi à mes étudiants. La stratégie. Il y a plusieurs stratégies. Encore une fois, on n'est pas parfait. Personne n'est parfait, personne n'est parfait et personne ne mourra parfait. Comme je dis à mes clients, on ne naît pas avec le pas que je sais tout faire et on ne meurt pas avec le pas que j'ai tout accompli. Ce qui est important, c'est le chemin qu'on fait entre ces deux points. Et l'essentiel, c'est de le faire comme ça. Alors, ce ne sera pas comme ça, hein, non, je ne vous raconte pas, c'est pas linéaire. C'est juste de se dire derrière, qu'est-ce que j'ai pu apporter de mieux dans ma vie pour avancer. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec, il y a j'apprends. C'est important, ça, c'est des choses qu'on ne fait pas croire. S'il y a erreur et échec, c'est que je n'ai pas appris. Donc, il faut que j'apprenne. Voilà. Alors, oui, mais j'apprends tout seul, je vais m'en sortir, ou c'est pas grave. Ok, mais si tu te le reprends dans la tronche après, encore la même chose, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et tout seul, ça c'est aussi français, je sais tout faire. Bon, bah ok. Dans certains pays, on considère que non, je ne sais pas tout faire et que c'est mieux d'apprendre avec un autre cerveau. Et encore un autre cerveau, et ainsi de suite. On choisit les cerveaux adaptés et adéquats pour cela. Et c'est mieux, je me sens bien avec cette personne, donc je vais apprendre, je vais évoluer. Ah oui, mais non, c'est pas intéressant en fait, parce qu'il vaut mieux investir dans une télévision, des vacances, et je ne sais quoi d'autre, parce que ça, pour eux, c'est important. Mais ça, c'est du pourcentage. L'intelligence artificielle? Moi, j'ai toujours été contre. La seule chose que j'apprécie dans l'intelligence artificielle, c'est le support. Par exemple, on a des problèmes de mémoire, nous, en tant qu'humains. Donc, avoir des intelligences artificielles qui sont capables de nous rappeler certaines choses, c'est bien, à condition que la source, elle soit juste. C'est rarement le cas. C'est limité en algorithme. On m'a contacté plusieurs fois pour faire des intelligences artificielles avec mon métier, pour détecter X et Y profils. Et j'ai travaillé avec ces gens-là. Et en fait, l'arborescence, elle est limitée. Donc, les algorithmes ont des arborescences où on doit arriver au bout d'un moment, en général 4 à 8, oui ou non. En gros, c'est ça. Donc, est-ce que ma robe, elle est rose? On doit arriver en 4 questions à oui ou non. Bon, une robe rose, c'est assez facile. Même si on peut rajouter ce qu'elle est rose avec des fleurs ou d'autres couleurs, on arrive assez facilement à 4. Mais sur un être humain, est-ce qu'il me ment? Là, c'est juste compliqué. Donc, elle est limitée. Quand on dit qu'on fait de la détection faciale et ainsi de suite sur l'intelligence artificielle, oui, à condition qu'on ait un référentiel qui soit identique. Faites de la chirurgie esthétique, on ne vous repère plus. Ou pas de la même manière.
Et ça, j'avais vu ça avec une scientifique lors d'une conférence que j'avais fait à Rome, où elle était spécialisée dans l'intelligence artificielle face à la chirurgie esthétique. On a beaucoup discuté avec cette scientifique italienne. Et c'était très intéressant. Elle était également très intéressée par mon approche scientifique. On a adoré discuter pendant, je sais pas, à peu près 2 heures. Et j'ai appris avec elle, mais j'ai pas appris grand-chose, j'ai juste appris quelques détails. On était totalement en phase sur nos travaux de recherche par rapport à ça. Même si moi, je ne suis pas sur l'intelligence artificielle. Donc, vous avez des détections. Quand j'ai passé mon diplôme Paul Ekman, donc un diplôme sur le Lion True, Micro-Expression, donc mensonge, vérité, micro-expression, facial detection, tout ce qui est lié au visage. Donc, qui est un diplôme international à valeur juridique. Je l'ai passé à Manchester, en Angleterre. Quand je prenais l'avion, que j'allais à Manchester, il y avait la détection, cherche le mot en français, des muscles, pour voir si on avait des terroristes ou pas. Et on en a discuté avec les instructeurs, hein, donc un qui est un ancien de Scotland Yard, l'autre du MI6. Comme ça, on est déjà bien dans l'environnement. Et il n'y avait pas du tout de Français à l'époque qui faisait ce genre de diplôme, d'examen. C'est le dernier que j'ai passé d'ailleurs. Il y en a qui le font en France, mais ce ne sont pas des gens de la défense, donc ça n'est pas instruit de la même manière, c'est pas la même qualité, ni la même approche, forcément. Je leur ai dit, j'y crois pas, moi, ça. À mon avis, vous devez récupérer des divorcés, des gens en trauma, ils ont perdu leur boulot, ou je sais pas quoi. Elle me dit, bah ouais, t'as raison, c'est exactement ça. Je ne mets pas de terreau, parce que les terroristes, ils sont formés, c'est pas des imbéciles, je veux dire, ils vont pas se dire, j'arrive, je vais poser ma bombe et je vais trembler devant l'aéroport et tout. Mais non, il faut réfléchir un petit peu. Déjà, rien que ça laisse, enfin, il faut réfléchir. Regardez l'affaire du pont Ligonnès avec l'intelligence artificielle. Moi, alors, même sans regarder l'article, il y a quelqu'un qui m'appelle, il dit, ah, ils ont retrouvé du pont Ligonnès par l'intelligence artificielle. J'ai explosé de rire au téléphone, je dis, arrête tes bêtises, j'y crois pas. On lui a dit, t'es dur. Je me suis dur, mais c'était la vérité. C'était la vérité. Je sais comment ça fonctionne. Donc, l'intelligence artificielle doit être un outil de soutien et de support, mais quelque chose dans le sens vraiment de nous aider à soutenir quelque chose dans notre quotidien et non pas nous sustenter, supplanter, substituer exactement. Tous ces mots là qui font que ça nous efface totalement, ça nous déshumanise. En gros, et on est assisté par l'intelligence artificielle, hors de question. C'est hors de question. C'est très dangereux. En plus, c'est des outils connectés à Internet, donc forcément, il y a des infiltrations qui vont se faire. Quand je vois des gens qui ont des maisons connectées jusqu'au frigidaire, je sais pas quoi, mais vous n'avez pas du tout conscience du danger. Il y a n'importe qui se met dans la rue avec un outil de type, par exemple, CanTrack ou je ne sais quoi, qui coûte même pas $60. Il prend toutes vos données et puis hop, vas-y, terminé, je te fais un cambriolage, ou je te pompe ceci, ou je te pompe cela. C'est fini. Et ça va durer que quelques secondes. Alors dans les grands quartiers, c'est encore mieux, parce que là, t'en fais plein les maisons, ça t'optimise le temps. Et c'est réglé, et c'est réglé. Je suis effarée de voir les gens, ouais, c'est moderne. Je ne suis pas moderne. Ok, je suis pas moderne. Si vous voulez, moi, il n'y a pas de problème. Je suis pour l'énergie libre, mais je suis pas moderne. Non, ça, c'est pas possible. Ça fonctionne pas comme ça. Mais, t'as des tas de gens qui disent, ah, si la cybercriminalité, c'est super avec ça et ça et ça. Et ils foncent dedans et ils payent de l'argent monstrueux là, pour ça. Pour après, ah, j'ai été victime d'une arnaque au président. Voilà, l'arnaque au président qui est une cyber-attaque qui n'utilise même pas la connexion Internet, qui n'utilise même pas le cyber. Ben oui, c'est l'arnaque au président, c'est Chiki qui a inventé ça. C'est qu'en fait, il va prendre des données à droite à gauche qui peut être sur les réseaux sociaux ou il suit une secrétaire dans un bus. J'ai expliqué ça dans le livre Net Profiling. Tu te rends compte? Le livre, il est sorti la première fois en 2015. Ce livre-là, il est toujours d'actualité. Alors que la cyber, ça bouge tous les jours. C'est dire. C'est dire. La première version en 2015. D'ailleurs, quand j'ai dû, avec l'éditeur, faire l'édition de 2018, je lui ai dit, écoutez, je vais l'en mettre au goût du jour parce que la cyber, ça bouge tous les jours. Je me suis rendu compte que la seule révision que j'ai fait en 2018, c'était l'illustration de mes propos qui étaient déjà écrits en 2015, sachant que j'ai commencé en 2012. Et je lui dis à mon éditeur, je l'appelle, je dis, écoutez, finalement, il n'y a rien de nouveau, mais par contre, il y a des illustrations. Il me dit, super, vous mettez la date, c'est tout. L'arnaque au président. Donc, je reviens dessus. L'arnaque au président, c'est...
Je l'avais pas oublié. C'est en fait, il prend des données à droite à gauche, notamment sur les réseaux sociaux ou en prenant le bus en écoutant une secrétaire. À droite à gauche, en fait, il prend des données. Puis un jour, il appelle le service comptable ou le service concerné pour dire, écoutez, il faut me faire un virement de X millions, c'est sur un million minimum. À tel endroit, je viens d'acheter ceci, cela, et les gens ne vérifient pas parce qu'ils pensent que c'est leur président d'entreprise qui appelle pour faire le virement, ils le font. Et sauf que ça ne va pas dans la bonne caisse. Et que le président n'a jamais demandé d'achat de la sorte. Il faut avoir le bon nom du bon président, s'adresser à la bonne personne. D'accord. Ça se trouve partout. Internet, c'est un puissant fin. C'est un livre ouvert. Donc après, ce qu'il faut, c'est juste connaître les habitudes. Ça, il n'y a pas besoin d'Internet pour ça. Il suffit simplement de suivre les personnes ou de poser des questions ou de sortir avec quelqu'un de l'entreprise. Quand je parlais d'infiltration, on y est là. Et puis c'est rentable. Bon, il s'est fait prendre. Hein. Quand j'ai étudié Gérard Chicli, il a eu des interviews, il disait ben, moi je m'en fiche, les gens sont crédules, donc je rentre dans le jeu, puis c'est tout. Et quelque part, il n'a pas tort, sauf qu'il y a quand même des gens qui se sont suicidés. Ah oui, parce qu'il y en a qui ont été renvoyés, et d'autres qui se sont fait suicider. C'est une cyberattaque qui, pour certains, elle est bien véhiculée comme cyberattaque, hein, mais qui n'utilise pas une infiltration par un virus ou une demande de ransomware. Hein, c'est une rançon, on bloque tout. Et il y en a plein des cyberattaques qui ne sont que du fait de l'humain. Que l'arnaque au sentiment. C'est connu ça. C'est même le phishing. Bon, c'est par email, ok, mais après, il joue sur les sentiments pour faire obtenir l'argent et ainsi de suite. Il y a des tas de trucs qui sont connus. Donc, c'est même des sextapes. Même donc, non. La crédulité peut être fatale. Émotionnelle. S'il est mal géré, paf, ça tombe dedans. Et tout le monde peut se faire avoir. Un grand merci à vous, Nadine Touzeau. Merci à vous, Stéphanie, de me laisser la parole.